Jusqu'à la prochaine fois, le 28/11/2025, nous sommes dans la 4e année, au jour 278 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Rapport quotidien sur la situation, salutations spéciales à l'équipage d'Albou et à la chaîne. Du côté de Wolfschanz, il y a de nouveau quelques changements de territoire. Les Russes ont pu réaliser de nouveaux gains au nord-est de la ville et faire en sorte d'atteindre désormais la périphérie de la ville, ici à l'avant. C'est une zone d'environ 1 km de large que les Ukrainiens doivent désormais défendre en plus. Et c'est aussi un gros problème car ils ont maintenant de violents combats ici, surtout dans cette zone. Et ici, ils ont maintenant une nouvelle ligne où les Russes peuvent se retrancher dans des maisons, d'où il est très difficile de les déloger. À l'origine, Vanksan, les Russes ont attaqué ici, en A, en passant par la route T2108, et il y a eu de violents combats ici. Au nord de Wolfschanz, cela s'est ensuite étendu à peu près jusqu'ici, mais tout était au-dessus de la Wolle Wolfschanz, c'est-à-dire la rivière qui sépare la ville ici. Les combats se limitaient de toujours à la partie nord, presque jamais au sud. Mais maintenant, il y a quelques mois, ou plutôt il y a quelques semaines, les Russes ont aussi pu traverser ici, ils ont pu avancer en toute sécurité jusqu'ici, et ensuite continuer cette fois à se battre dans cette zone. Les Russes dominent toujours largement. Ici en bas, des deux côtés, le contrôle de la zone reste incertain. Depuis quelques semaines, ils n'ont presque pas progressé ici, et encore moins là-haut. Les lignes de défense ukrainiennes restent assez stables, c'est pourquoi ils attaquent ici pour choisir un autre point et accroître la pression. Cela signifie pour les Ukrainiens qu'ils doivent mobiliser les rares unités restantes dans cette zone pour défendre massivement cet endroit, parce qu'il s'agit ici de bâtiments. Et dans le combat urbain, l'Ukraine est désavantagée pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons est surtout qu'ils peuvent à peine contre-attaquer ou essayer de reprendre rapidement les maisons. Et les Russes ont sans cesse la chance et la possibilité de s'y installer, de demander des renforts et ensuite de progresser toujours plus vers le centre-ville. Et si les Russes parviennent à augmenter la pression ici, alors les Ukrainiens devront essayer d'envoyer des unités pour contrer cela et pourraient alors perdre le contrôle ailleurs ici. Car c'est toujours le même jeu. Lorsque la Russie n'avance plus à un endroit, elle essaie d'augmenter la pression ailleurs. Ils attendent alors que les Ukrainiens arrivent à cet endroit, puis attaquent à nouveau à Ketrontovo ailleurs. C'est un va-et-vient constant, jusqu'à ce que la position ou la ville soit finalement perdue. De cette région, de nombreux soldats russes du Kenya ont aussi été capturés. La Russie mobilise massivement depuis l'Afrique et le Moyen-Orient, bénéficiant clairement de l'influence nécessaire. La Russie est assez influente en Afrique, et comme il y a beaucoup d'écoles russes, une partie de la population parle aussi russe, ce qui en fait des cibles idéales pour les forces armées russes. Des soldats russes ont lancé un appel à Vladimir Poutine dans une vidéo et rapportent qu'ils ont été amenés sous couvert de la société militaire privée Yastreb à signer des contrats avec le ministère de la Défense. Ils accusent leur commandant de chantage et de corruption. Après s'être adressés au comité d'enquête, ils auraient été menacés et soumis à des pressions. Selon eux, des dizaines de camarades ont été tués par leur propre commandement pour effacer les traces. Citation, « Ils étaient en des centaines, il n'en reste que quelques dizaines. Ils craignent qu'en revenant dans leur unité, puisqu'ils sont actuellement à Moscou, et qu'ils devront un jour y retourner. » Si l'on regarde l'évolution des vidéos de plaintes russes, on remarque très vite qu'auparavant, les plaintes portaient souvent sur le manque de munitions et d'équipements. Ensuite, il y a eu des plaintes concernant les attaques de chair à canon, puis des plaintes sur le fait que la nourriture et l'eau venaient à manquer. Il y a environ 2 ans, les premières vidéos de plaintes d'un front de béquilles sont apparues, dans lesquelles les Russes se plaignaient d'être renvoyés au front avec des béquilles ou de graves blessures. Aujourd'hui, on entend souvent le terme « genult ». Que signifie-t-il ? Être genult, c'est une expression familière qui signifie qu'on est délibérément envoyé à la mort. Si on refuse un ordre, on n'est pas arrêté, mais envoyé sans armes ou mal équipé dans un combat sans espoir. On est renult si on dit quelque chose de mal ou si on est impopulaire. On est renult si on critique les supérieurs. On est renult si on se plaint. On est renult. Si un officier exige la moitié de ta solde déjà basse comme protection et que tu refuses, tu es aussi genult. Si on fait des vidéos de plainte et qu'on les publie, puis quand on publie, puis qu'on revient ensuite au front dans la même unité sur laquelle on vient de se plaindre. Alors, comme vous l'avez sans doute deviné, on se fait genuler. Le message est clair. On ne veut pas voir revenir des soldats désillusionnés.
La priorité, c'est de poursuivre la guerre à tout prix, quoi qu'il en coûte. La Russie a perdu il y a quelques heures son seul accès pour envoyer des hommes dans l'espace. Suite à une panne technique, une partie de la rampe de lancement a été détruite et est désormais inutilisable. Quel est le lien avec la guerre? Pas directement, mais plutôt avec la caisse de guerre russe. En effet, il gagne environ 200 millions de dollars par vol, une somme qui manquera désormais pendant jusqu'à 2 ans, car les réparations devraient durer aussi longtemps. Les Russes bientôt commencent à endommager simplement les couloirs de protection contre les drones tentants ukrainiens. Ils prennent un drone, l'équipe compte d'un produit incendiaire, l'allument en vol, puis survolent rapidement le filet pendant qu'il brûle en tombant. De manière similaire au drone termite ukrainien qui devait détruire la végétation et enfumer les positions russes, celui-ci largue plusieurs engins incendiaires sur plusieurs centaines de mètres afin de provoquer des incendies sur une large zone du filet, pour que cela s'effondre sur lui-même et ne puisse plus assurer la protection de la route. Restons sur le sujet du feu. Il y a de nouveau un incendie dans la raffinerie russe de Saratov après une attaque de drones ukrainiens. Des flammes et d'épais nuages de fumée sont signalés dans la zone. L'installation traite chaque année, ou devait à l'origine traiter, environ 7 millions de tonnes de pétrole brut. Des interruptions temporaires du traitement et de la livraison sont probables. On constate surtout que les Ukrainiens attaquent poussant de nouveau des raffineries manchatives déjà visées plusieurs fois. Nous voyons à peine des attaques contre de nouvelles raffineries, mais seulement contre les grandes, qu'il semble rentable d'attaquer plus souvent. Des habitants près de la ville de Yasny, dans la région d'Orenbourg, rapportent une forte détonation suivie d'un nuage de fumée violette qui s'est élevé. Au-dessus du site d'essai de lancement, une fusée russe, sans doute une Oreshnig, aurait explosé en vol. Aucune confirmation officielle, et la cause, la nature du test ainsi que d'éventuels dégâts restent inconnus. Cependant, le satellite de détection des incendies de la National Aeronautics and Space Administration montre également un important incendie près du site d'essai. La couleur inhabituelle de la fumée peut également être liée à des résidus de combustion ou de carburant. Mais ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas spécialiste, d'autres en parleront sûrement dans les commentaires. Il est donc tout à fait possible qu'une Oreshnig ait encore explosé au décollage, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois. D'après les rapports, les États-Unis envisagent un nouvel accord de paix reconnaissant le contrôle russe sur la Crimée et d'autres territoires occupés. Pendant ce temps, l'agent Witkov et Kouchner sont à Moscou pour vendre cette idée. Si cela s'avère vrai, c'est inacceptable sur le plan juridique, moral et surtout stratégique. L'annexion de la Crimée est restée. Les inconscients qui persistent en Russie seulement à Kubicta et autres, SMA a un échange contre une pause dans les combats déstabiliserait l'Europe, encouragerait d'autres invasions et détruirait le principe que les frontières ne peuvent être modifiées par la force. Une paix véritable signifie un soutien durable, une pression par les sanctions sur Moscou et une internationale et non des concessions à une guerre de conquête. À partir de 2026, la taxe sur la valeur ajoutée russe passera de 20 à 22%. Poutine a déjà signé la loi. L'opération spéciale suit son cours et l'économie va très bien. Cela ressemble clairement à une moquerie. Au final, ce sont bien sûr la population et les entreprises qui paient la facture de la guerre. En résumé, Poutine est prêt à précipiter sa propre économie contre le mur avec toute sa force pour ses ambitions impérialistes. Peut-être pas non plus. C'est aussi parce qu'il part du principe que la guerre sera bientôt terminée ou qu'il souhaite y mettre fin plus rapidement sur le plan militaire avec un budget plus élevé. Des drones ukrainiens ont frappé la base du régiment Ahmad Nord près de Grozny. Une vidéo montre les impacts sur un bâtiment. Ce qui s'y trouve reste incertain. Les unités de Kadyrov sont toujours considérées par ce temps comme la troupe de prestige et de représentation du Kremlin. Un impact en Tchétchénie a donc avant tout une portée symbolique, mais affecte aussi le moral et devrait conduire à un renforcement supplémentaire de la défense aérienne russe dans cette région. Ce qui manquera ailleurs, merci à l'équipe ALGOR, aux membres de la chaîne et surtout au lieutenant-colonel Renek. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.